Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois une femme brillante, engagée, qui plaide fort. Elle a vécu à Cuba et elle est avocate et accessoirement elle a survécu à un voyage en Écosse avec moi au lycée. Une légende. Bonjour à toi et bienvenue. Merci beaucoup et je suis ravie de faire ce podcast aujourd'hui avec toi. C'est vraiment avec grand plaisir. Oh, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter rapidement justement? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Mélissa, j'ai 27 ans et je suis actuellement avocate au barreau de Paris. Ouh là là, on applaudit fort. En tout cas, je suis très très fière de toi. Donc, je vais t'expliquer un peu. Il y a plusieurs thèmes dans ce podcast. La première partie, c'est ton métier. Okay. Ensuite, on va parler un peu des questions de notre enfance au lycée. On a survécu ensemble à un voyage scolaire qui nous a marqué. Il était bien ce voyage. Il était très bien. En tout cas, moi, il m'a marqué pour la vie, je pense. Et ensuite, des petites questions décalées et des confidences à la fin. Donc, la première question, c'est est-ce que ton rêve d'enfance était de devenir avocate? Alors, je pourrais dire oui comme je pourrais dire non parce que petite, j'ai voulu faire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Et après, quand j'ai eu un peu les esprits un peu plus clairs et tout, j'ai voulu effectivement défendre les gens, pouvoir les aider. Donc finalement, je me suis dit juge ou avocate. Donc en vrai, ouais, c'est vite devenu un de mes rêves très jeune. D'accord. Et est-ce que tu avais une autre idée d'un autre métier ou c'était vraiment que juge et avocate et rien d'autre? Alors non, j'avais beaucoup d'idées. Déjà, je voulais être prof et je voulais absolument être prof, soit dans un collège, soit dans un lycée de banlieue. Alors moi, c'est tout le contraire. Moi, c'était élémentaire, maternelle. Je voulais pas collège. Ah ouais, moi, je veux pas collège et lycée. Moi, j'appréhendais pas parce que ce qui m'avait marqué quand on était justement au collège et au lycée, c'est qu'on avait souvent des profs qui disaient en gros sachez que j'ai pas choisi d'être là et si je fais ça, c'est pour vous. Moi, le bac, je l'ai, blablabla. Exactement. Et moi, j'étais en mode mais avoir un bon prof qui te motive, c'est trop important. Je me rappelle de profs que j'avais eu en français et en histoire qui m'ont marqué à tout jamais et en éco. Oui. Et je me dis, je leur dois beaucoup et j'ai voulu, toujours dans cette démarche d'aider les autres, pouvoir rendre l'appareil. Et je me suis dit, en vrai, prof au collège ou au lycée. Ensuite, je me suis dit, je me verrais bien journaliste parce que j'adore écrire, j'adore partager mes opinions et j'adore tout ce qui est débat et partage de l'information. Et je te verrais bien aussi journaliste. Ah, c'est gentil. D'ailleurs, j'ai fait une petite expérience du coup chez 2 grands journaux et ça m'a un peu calmée parce que c'était pas du journalisme assez profond et tout. Mais j'ai fait journalisme et enfin mon dernier métier que je voulais c'était un peu architecte, je sais pas trop pourquoi mais t'es passé du coq à l'âne. Vraiment moi c'est toujours ça, c'est jamais un truc droit, c'est toujours un peu partout mais voilà. Et justement ton métier d'avocate, comment était ton premier jour quand t'es arrivée? Tu t'es dit c'est mon premier jour, first day, comment c'était? Alors j'avais beaucoup d'appréhension parce que avant d'être avocate tu passes l'examen du barreau, après tu fais 1 an et demi de stage. Ensuite, tu cherches enfin ton vrai cabinet, donc ta collaboration. Et donc, quand j'ai trouvé ma collaboration, tu signes le truc, tu es hyper contente, tu te dis enfin, les nuits blanches sont rentabilisées, enfin. Mais quand tu sais que là, tu dors et que demain, c'est ton premier jour en tant qu'avocate, tu as un stress de fou parce que tu te dis, ok, j'ai voulu cette vie-là, mais est-ce que je vais assumer? Parce que quand on te prend, c'est aussi sur la base de toi, ce que tu as dit à ton entretien, ce que tu as pu vendre et tout. Exactement. Mais est-ce que je vais satisfaire leurs attentes? J'étais archi stressée, mais au final, ça s'est très bien passé. Donc, j'ai été bien accueillie. Donc, ça aide beaucoup. Et pour le coup, tu es restée avec eux? Tu es toujours avec eux? Ouais, je suis toujours avec eux. Ça s'est bien passé. Et j'ai toujours cette petite appréhension. Je vais peut-être beaucoup parler de banlieue dans ce podcast. Non, avec grand plaisir. Mais parce que je suis dans un milieu, je fais du droit des affaires. Dans un grand cabinet, donc assez connu dans la place, on va dire, pour les sujets de droit des affaires et tout. Et donc, il y a peu de mixité parce que c'est beaucoup de reproduction sociale, donc des gens qui avaient des parents avocats ou dans le monde du droit ou des parents cadres et tout. Des contacts, quoi. Donc, voilà, des contacts. Et tu as moins de gens qui te ressemblent. Donc, j'avais beaucoup cette appréhension de est-ce que je vais me fondre dans la masse, est-ce qu'ils vont m'accepter, est-ce qu'ils vont venir avec leurs préjugés. Et au début, c'était un peu ça qui me freinait parce que je devais toujours être plus souriante que d'habitude, toujours plus ouverte, toujours plus friendly pour pas qu'on se dise « Oh, c'est la fille de quartier qui est dans son coin » ou non. Donc, j'avais beaucoup cette appréhension. Mais au final, j'ai su m'adapter un peu à eux. Ils ont compris ma personnalité et ça s'est très bien passé les premiers jours et ça continue de très bien se passer. Je suis très contente. Et justement, c'est quoi parce que je pense que tu as dû entendre des gens qui ont eu des a priori sur ce métier. Tu leur dirais quoi à ces gens-là? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori. Il y a déjà la première partie, c'est un peu la peur de te dire mais je vais peut-être faire 15 ans d'études pour être avocate. Moi, je pense qu'on ne les voit pas passer ces années d'études parce que, en fait, tu fais d'abord un master, donc tu fais 5 ans. Ça, c'est un peu le cursus classique pour toute personne qui va à l'université. Exactement. Après ces 5 ans, tu as 1 an et demi de préparation, en gros, parce que tu fais 2 mois de prépa pendant l'été. Et ensuite, 1 an et demi où tu es en stage et à l'école d'avocat. Et donc, au final, si tu comptes pas le master, ça fait 2 ans, en gros, en plus. Donc, en soi, c'est pas très long. Ce qui est dur, c'est psychologiquement.
Et ça, les gens ont raison quand ils disent que ce sont pas des études faciles parce que tu te remets beaucoup en question. Quand tu fais ta prépa, t'as que des notes de merde. Toi, t'étais quand même une élève très brillante au lycée, enfin même pendant les études supérieures. Donc c'est vrai que moi aussi, les premières années, j'ai eu des mauvaises notes, je me dis mais à quelle heure mais ça te rend humble. Je dirais que ça te rend humble et ça te rend résilient, ça te pousse à te battre et à aller au-delà de tes capacités. Donc ça, c'est un mythe qu'on a, que ce sont des études dures et je vais pas le remettre en question parce que c'est vrai. Et ensuite, le mythe qu'on a aussi, c'est qu'on va gagner beaucoup d'argent. Oui, moi j'ai entendu que les avocats avaient un très très bon salaire à plusieurs chiffres. Est-ce que c'est vrai? Alors, je peux te le confirmer qu'il y a des avocats qui gagnent très bien leur vie, mais tout dépend vraiment beaucoup du cabinet que tu vas choisir, parce que tu as des cabinets avec 10 avocats, tu en as avec 200 avocats. Donc, c'est pas les mêmes clients, parce que si tu as 200 avocats, vous avez plus les moyens de travailler pour des grands clients parce que vous allez être plus productif et tout. Donc, il y a des avocats qui gagnent très bien leur vie. Et ce que je ne savais pas, que je sais maintenant que je suis avocate, c'est que c'est pas un mensonge quand on dit que on paye beaucoup d'impôts parce que nous, on doit payer les impôts, mais aussi toutes les cotisations qui sont par rapport au fait d'être avocat. Donc, on a un ordre des avocats. Je savais pas que c'était... Si, tu as un ordre des avocats. T'as un ordre des avocats, tu dois payer tes cotisations là-bas. Tu dois payer le droit de plaider. Quand tu vas au tribunal, on a un droit de plaidoirie, ça s'appelle. Tu le payes. Tu payes ta robe d'avocat, c'est minimum 1 000 € à l'achat, ou 2 000 ou 3 000, ça dépend si tu choisis satin, soit couture, surpiqûre, bouton, manchette, enfin c'est un délire, tu payes beaucoup. Donc ça, c'est vrai que tu peux très bien gagner. Mais à côté, il faut savoir bien gérer son argent, avoir un comptable et tout pour que ce soit rentable. Sinon, tu te retrouves vite à gagner beaucoup, mais à sortir beaucoup d'argent aussi. C'est ça, parce qu'en fait, tu vas épuiser toutes tes ressources toute l'année. Et quand les impôts vont tomber, tu vas dire c'est bien beau d'avoir gagné autant d'argent. Et ça te pousse à devenir intelligent dans tes investissements, à trouver où épargner pour que ce soit rentable, etc. C'est bien, c'est une très très bonne chose. Et est-ce que justement il y a un jour qui t'a marqué dans ce métier? Parce que ça fait combien d'années que tu es avocate? Là, ça fait 2 ans. 2 ans. Est-ce qu'il y a un jour qui jusqu'aujourd'hui il te marque encore? Un jour, c'est pas forcément franchement, ma première plaidoirie. Ah bah oui, parce que ça va. Parce que ma première plaidoirie, j'étais même pas encore avocate, j'étais stagiaire. Et j'étais dans un petit cabinet, donc on était peut-être une dizaine d'avocats, et j'avais un maître de stage incroyable et qui me faisait trop confiance. Il me disait qu'il aimait bien comment je bossais et tout. Il m'a dit j'ai une audience dans 2 jours, est-ce que tu veux plaider? Et moi j'étais là mais non, je ne veux pas, je veux t'accompagner mais je ne veux pas plaider et tout. Et il m'a dit vas-y, en vrai, écris ta plaidoirie, tu me la présentes et je t'aide à améliorer le truc et tout, mais ça va le faire. Donc on est parti au tribunal, enfin on a préparé le dossier. C'était en gros, là c'était un dossier de droit des affaires. D'accord. En gros, on avait un client qui devait de l'argent. On lui a saisi sur son compte l'argent, mais au lieu de lui saisir par exemple 1 000 €, on lui a saisi 10 000 €. Ah oui. Tu vois. Et donc au tribunal, nous, on allait contester la saisie et demander des dommages et intérêts parce que c'était une saisie abusive. Et en gros, au dernier moment, l'avocat en face nous dit sachez qu'au tribunal, je vais plaider qu'on n'a pas reçu votre contestation. Et donc que le dossier n'est pas valable. En gros, c'est ça. Parce que pour contester une saisie, tu dois informer l'avocat en face que tu vas la contester. Et on a dit, mais mince, parce que qu'est-ce qu'on va dire à notre client? On n'a pas la preuve qu'il l'a reçu, tu vois. On a juste la preuve qu'on lui a envoyé un recommandé. Mais pas que mais dans le recommandé, il n'y a pas la preuve qu'on parlait de la saisie, tu vois. Et du coup, j'ai dit à mon maître de stage, ok, il pesait combien le recommandé? Là, tu comprends pas pourquoi je dis ça. Et j'ai dit, en fait, si on a la preuve que notre recommandé pesait tel nombre de grammes, c'est le grammage de notre nombre de feuilles de notre contestation qu'on a envoyé au tribunal. Oh my God. Et ça prouve qu'il l'a reçu. Tu vois la dinguerie ou pas? Mais t'es incroyable. Et du coup, j'ai plaidé ça. Le jour, il nous a dit le matin, je vais plaider que j'ai pas reçu et tout. J'ai dit, tu veux nous la faire comme ça et tout? J'ai dit, attends, ça pesait combien l'enveloppe? Ça pesait combien? Du coup, on a retrouvé le ticket de caisse de l'enveloppe qui disait, l'enveloppe pèse, nanana. Et devant la juge, dit, madame la juge, vous prendrez en compte que maître nanana bien reçu, dit ne pas avoir reçu la contestation. Toutefois, on a la preuve que notre enveloppe pesait nanana 1 gramme, ce qui est exactement le grammage du nombre de pages de notre contestation. Et là, l'autre avocat et on a gagné. Et dans son jugement, le juge a écrit mot pour mot ma plaidoirie, que le grammage prouve qu'il a bien reçu et tout. Donc, c'est la plaidoirie, je crois, qui m'a le plus marqué parce qu'en vrai, c'était pas un dossier de fou. C'était juste une contestation de base. Mais en fait, l'argumentation, la réflexion juridique, en dernier moment et tout. Et j'étais là en mode, là, je suis Annalise Kitchim. Là, oui, tu vois. Et du coup, c'est vraiment un dossier qui m'a marqué. Pourtant, c'était un vieux dossier de base. Mais en fait, le raisonnement qu'il y a eu derrière pour faire gagner notre client, ça m'a trop marqué parce que sinon on aurait dit au client, nous on sait qu'on l'a envoyé, mais juste devant le juge, il a dit qu'il n'a pas reçu, donc désolé, vos 10 000 €, on peut rien faire, quoi.
Mais justement, est-ce que dans ces genres de situations, tu t'as dit que vous aviez le ticket de caisse, donc ça veut dire même si l'histoire elle date d'il y a longtemps, il faut toujours tout garder. De toute façon, ça peut servir. Quand tu es avocat, déjà, tu gardes souvent tous les documents parce que tu as des clients à qui tu dois rendre des comptes. Et effectivement, c'est un réflexe que tu as même dans ta vie après, c'est que tu gardes tout. Mais tu fais comment pour garder? Est-ce que tu prends en photo et tu mets sur un drive, ou est-ce que tu gardes dans un document ou... En cabinet d'avocat, on fonctionne toujours sur un cloud parce que les gens peuvent partir en congé, les clients, eux, sont toujours là, et même pour la traçabilité des dossiers, tu es obligé de faire tout en ligne. Donc oui, effectivement, on garde pas les trucs sur nos bureaux à traîner, tout est scanné, tout est numérisé. C'est bien, comme ça, tu es sûr que tu as tout sur un... Tu as toujours tout. Même sur mon téléphone pro, là, si on me demande un doc, je l'ai. Je peux l'envoyer, tu vois. Est-ce que justement, parce qu'on parlait de ta plaidoirie qui t'a marqué, est-ce qu'il y a un moment, tu as trouvé une injustice horrible? Tu t'es dit ce jour-là, oh non, c'est pas possible. Dans mes dossiers, un moment d'injustice, tu t'es dit, mais comment ça, non, ça marche pas comme ça, c'est pas ça. Alors, je l'aurais peut-être plus vu au pénal parce que j'ai pas encore plaidé au pénal. J'ai déjà eu des dossiers en pénal, mais j'ai pas encore plaidé, donc voilà. Mais toujours en droit des affaires, ce que j'avais trouvé horrible, c'était un autre dossier. Et là, c'était par rapport à un client qui avait pris l'avion, 3 heures de retard. Donc normalement, la loi européenne oblige à être indemnisé au bout de 3 heures. Ça m'est arrivé l'année dernière. Voilà. Et on a une compagnie qui nous dit, vous n'apportez pas la preuve de notre retard. Pareil, ça m'est arrivé la même chose. Et qui conteste absolument, on n'a pas été en retard, alors que tout le monde sait qu'ils ont été en retard et que c'est toujours une compagnie en retard en plus. Oui, moi aussi, j'ai porté plainte je suis en procès contre cette compagnie, justement. Mais moi, la compagnie n'a pas de siège social en France, donc comment tu portes plainte contre quelqu'un qui n'est... C'est laquelle? C'est Cabo Verde Airlines. Moi, c'est Turkish Airlines. Je suis en procès contre eux. Parce que du coup, ils m'ont fait tourner en rond pendant, j'ai rencontré, mais pendant 6 heures à l'aéroport d'Istanbul pour me donner un hôtel pour 2h30. Et c'est parce que je leur ai crié dessus qu'ils m'ont donné l'hôtel. Et moi, je suis maligne, tu vois, j'ai pris tout en photo, tout en audio, tout en vidéo. Donc, je leur ai dit, j'ai toutes les preuves, donc vous pouvez pas dire le contraire, j'ai tout. En plus, j'ai raté du coup le mariage de ma cousine et j'ai dû retourner en France. Tout ça parce que, soi-disant, ils n'avaient pas la paperasse dans la tire. C'est comme pour ton histoire, eux ils sont en faute, mais ils vont t'accuser toi. Et donc ça c'est une injustice parce que en fait la loi prévoit quelque chose. En fait tu le vois dans tous les dossiers d'avocats. Au final t'as pas besoin de citer un dossier particulier, c'est que la loi prévoit quelque chose. Et même mais quand dans la vie de tous les jours, ils te disent s'il y a un retard, c'est pas de ta faute et machin et bidule et chouette. Mais dans la vie de tous les jours, tu vas te rendre compte que si t'as pas les bons contacts ou que t'as pas les moyens de te prendre un avocat, il y a ce que la loi dit et ce qui se passe en vrai, tu vois. Et du coup pour cette société, pour cette compagnie, elle a dit en gros non, vous avez pas la preuve qu'on a été en retard, donc on vous indemnisera pas. Tu vois, et ça j'ai trouvé que c'était... Moi ils m'ont remboursé la moitié du billet. Mais en fait, ils m'ont recontacté, ils m'ont dit, mais on vous a déjà remboursé. Je dis, mais moi, c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est la façon dont vous m'avez traité pendant 10 heures où j'étais à l'aéroport, comme si j'étais une merde, quoi. Et du coup, depuis, je suis toujours en procès contre eux. Et ça fait combien de temps Ça fait 1 an et demi, c'est depuis février dernier. C'est long, hein, c'est très long. Déjà, pour avoir la réponse du procès, ça m'a mis déjà 1 an. Là, j'ai reçu un mail il y a même pas 1 mois et demi qui me disait que le procès est toujours en cours. Mais que pour l'instant, ça plaide en ma faveur. Il y a intérêt, parce que j'ai toutes les preuves. Justement, là, on va parler un peu de ta vie à Cuba. Parce que madame a vécu à Cuba pendant un petit moment. Pourquoi Cuba, d'ailleurs? Depuis petite, j'ai toujours voulu aller à Cuba. C'est vrai. C'est inexplicable. Au lycée, je m'en rappelle, tu me parlais des pays hispaniques. Si, je m'en souviens. Oui, je me rappelle même pas du soleil, des pays hispaniques. Tu m'as dit, j'aimerais bien m'installer là-bas. Moi, je connaissais pas trop. Moi, j'étais plus les pays anglais. Toi, t'étais plus les pays avec le soleil. Je vais pas démentir parce que j'ai toujours voulu aller à Cuba. En fait, je suis allée à Cuba pendant ma 3e année de licence parce que c'était obligatoire dans mon école d'aller à l'étranger pendant 1 an. Obligatoire. Ouais, c'était obligatoire. Tu pouvais pas faire ta L3 en France. Et c'était vraiment toute l'année que tu devais partir. Pas genre 2 mois, 3 mois, c'était toute l'année. Et moi, je me suis dit, ok, occasion parfaite. J'ai toujours voulu faire Cuba. Je ne sais pas. No sé por qué, pero me voy. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en vais. Et donc, j'ai fait Cuba et j'ai fait un stage là-bas de 4 mois dans une alliance française. Donc, c'est la branche culturelle de l'ambassade. Et je donnais des cours de français aux professionnels du tourisme, donc des guides touristiques, etc. et des étudiants. Pour leur permettre justement de développer le tourisme à Cuba ou leur façon de parler le français. Tes stories, un rêve. Mais vraiment, déjà la qualité, les couleurs, c'est pas les couleurs ternes de France, c'est gentil. Mais c'était incroyable. En tout cas, tu nous as fait tous voyager. Et justement, qu'est-ce qui t'a le plus surpris là-bas? Qu'est-ce qui tu t'es dit, c'est pas la France ici, ça c'est sûr. Il y a 2 choses qui m'ont beaucoup surpris. C'est la difficulté pour pouvoir communiquer avec l'extérieur. Parce que quand j'y étais... Ah oui, je m'en souviens. Quand j'y étais, en fait, les gens n'avaient pas Internet chez eux. Pourtant, c'était en 2017-2018 que je suis allée. Ils n'avaient pas Internet chez eux. Pas le droit à Internet chez eux. Pas Internet sur les portables. Pas droit à Internet sur les portables. Ça veut dire que pour
communiquer avec ma famille en France, je devais aller acheter des cartes internet, taper le code de la carte internet sur mon téléphone et aller dans un parc qui avait le réseau adapté à cette carte internet. Ça veut dire que tu pouvais pas le faire depuis chez toi. Dora l'exploratrice, on explore. Voilà, et du coup, et le crédit part hyper vite parce que comme les communications, le but c'est que les gens communiquent le moins possible avec l'étranger. Ton crédit part hyper vite. Genre t'achètes 1 heure, mais en vrai t'as 20 minutes de communication. C'est-à-dire que le sentiment que ça m'a amené, que j'ai beaucoup aimé, c'est avoir cette excitation à pouvoir parler avec tes proches. Tu vois, tu dis là, demain, je sais que je vais aller acheter ma carte, je vais aller dans le parc et tout, à condition que ce jour-là, dans le parc, la connexion marche. Mais t'as cette excitation de dire, oh, je vais enfin pouvoir leur raconter. Tu prévoyais déjà ton message à l'avance pour pas perdre de temps à le taper, pour pas que le crédit diminue. Donc, je tapais tous mes messages à l'avance, tout préparé comme un mail. Et dès que j'arrivais dans le parc internet, ça s'envoyait et tout. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Je me rappelle que tu avais installé un VPN parce qu'à un moment, on a parlé sur Instagram et tu m'as dit, tu sais que normalement, il n'y a pas Instagram ici. J'ai installé un VPN. J'ai dit carrément. C'est vrai. Parce qu'à l'époque, les VPN, c'était pas, en tout cas, c'était pas extrêmement connu comme aujourd'hui. Et quand tu m'as dit, t'as installé un VPN, qu'est-ce qu'elle me raconte? Un VPN? Ouais. Bah, tu me rappelles quelque chose. C'est vrai qu'Instagram, c'était inaccessible. Et même TikTok et tout, je crois que t'avais pas le droit. Ouais, et j'avais, je crois que ça existait même pas ou c'était pas développé. Et j'avais dû me localiser au Canada parce que tu t'imagines bien que si je me mettais aux États-Unis, à Cuba, ça passerait pas. Donc, j'avais dit que j'étais au Canada ou je sais plus où. Bref, ça m'a marqué. Et la deuxième chose, c'est, ça m'a permis de me rendre compte de la facilité qu'on a d'accéder à tout ce qu'on veut ici. Par exemple, à Cuba, j'avais jamais rien dans les magasins. À un moment, j'y étais allée, il y avait même pas de papier toilette depuis 3 mois. Ouais, tu vois, c'est ça. Les gens, ils s'essuyaient les fesses avec le papier journal. Enfin, tu vois, quand tu lis le journal, les feuilles de papier journal. C'est la première fois de ma vie que je vois. Tu sais, j'étais allée chez quelqu'un, je vois, il y a pas de papier toilette, mais je vois des papiers journaux dans la poubelle et tout. Je me dis, c'est quoi ça et tout? Mais tu vois, et je trouve qu'ils sont humbles et ils sont très dignes. C'est-à-dire quand, peu importe la situation de précarité dans laquelle ils sont, ils vont jamais baisser la tête, ils vont jamais avoir honte et ils te donnent tout ce qu'ils ont, mais eux-mêmes, même dans la difficulté, ils restent très humbles, très dignes, très... Et souvent, ceux qui en ont le moins qui donnent le plus. Bah, en fait, cette phrase, elle est pas bateau parce qu'à Cuba, je l'ai beaucoup ressentie. Donc, ça m'a appris à me contenter de ce que j'ai, à voir à quel point j'avais une vie facile en France. Et ça m'a permis d'apprécier parler avec mes proches, tout ça, tu vois. Ça, c'est bien. C'est vraiment ça te faisait un peu bizarre parce que c'est vrai qu'ici, tu vis avec ta mère, tu vis toujours avec ta mère. T'as l'habitude de lui parler tout le temps et là-bas ça devait être tellement bizarre de pas lui dire. Des fois c'est des petites choses bêtes. Maman aujourd'hui c'est pas. En fait tu peux même pas lui dire j'ai cuisiné ça ou j'ai fait ça ou j'ai vu ça ou il s'est passé ça. Ou même avec ta soeur parce que t'es quand même très proche de ta soeur et de ta cousine. Et en fait, tu te dis, mais je peux même pas communiquer avec eux. Mais justement, je crois que cette excitation de dire, aujourd'hui, je vais leur parler, ça devait être ton moment. Tu t'es dit, yes, enfant. Mais de fou. En plus, moi, j'adore partager les souvenirs. Je suis très photo. J'envoie des photos de tout. Genre, je vois un bâtiment beau, je prends la photo, tu vois. J'envoie un vieux, après, elle m'envoie une photo de bâtiment, celle-là. Mais en vrai, ça m'a aussi permis de voir que j'étais tout autant très attachée à ma famille que tout autant très... YOLO, je vis toute seule, ça me va. Donc, j'ai jamais été triste de pas être avec ma famille parce qu'après les 4 mois à Cuba, j'ai fait 6 mois en Afrique du Sud. En fait, j'ai vraiment fait toute l'année à l'étranger. Et je me suis jamais sentie triste en mode, oh, ma famille me manque. C'était vraiment, je suis trop contente de leur parler, mais je me suffis vraiment à moi-même. Donc, c'était un sentiment très... Parce qu'il y en a, ils sont homesick, c'est-à-dire ceux qui viennent à l'étranger justement pour étudier. Eux, ils ont vraiment du mal à vivre loin de leur famille. Mais toi, tu as réussi quand même à surmonter cette peur. En plus, tu as vécu en Afrique du Sud aussi. Et justement, si tu devais choisir... Si aujourd'hui, on te dit tu as le droit de choisir entre ces deux pays, tu choisis lequel? Cuba ou Afrique du Sud? Cuba 1000 fois. T'as pas hésité, donc ça se voit. Cuba, ça restera un des plus beaux voyages de toute ma vie. Vraiment. Et j'y suis repartie. Et parce que t'es repartie après, parce que je m'en souviens que t'es repartie après. Mais oui, maintenant j'ai des petits frères et sœurs à Cuba. Vraiment, il y a plein de gens, c'était ma vraie famille. Avec ta sœur, non? Avec ta sœur non, je suis partie en Colombie avec ma sœur. Mais Cuba, c'est vraiment devenu mon deuxième pays. C'est vraiment ma vie. J'adore, j'aime trop, ça m'a tellement apporté. Du coup, t'as pas eu de problème de communication, parce que t'es bilingue en espagnol? Et ben avant de partir, j'étais pas bilingue. J'étais juste 18 sur 20 en cours, genre Meliamo, Vivo en Francia et puis voilà. C'est ça. Mais j'ai en vrai, et c'est tout au bac. Ça n'a rien à voir. Apprendre une langue à l'école, moi je me disais je vais me débrouiller et tout, ça va. Je suis arrivée à l'aéroport, il m'a demandé mon visa, je savais même pas qu'il disait le mot visa. En fait je pense que ça c'est le problème de la France, ici tu apprends très mal les langues, c'est pour ça que moi je donne des cours d'anglais aux enfants et que je leur apprends avec la méthode un peu américaine anglaise où il y a plus d'oral que d'écrit, parce qu'ici en France c'est que de l'écrit, il y a que de l'oral. Le jour du bac tu dois écouter un audio, tu dois deviner ce qu'il dit et basta. Tu vas à la fac, moi j'ai fait une licence anglais et quand ils ont commencé à me parler en anglais je dis je comprends très mal l'anglais mais tu sais plus répondre. C'est-à-dire que même aujourd'hui, pourtant, je maîtrise très bien l'anglais. Quand je parle avec mon neveu qui est en Angleterre, il commence à me parler en anglais. Des fois, je dis alors, faut que je retrouve mes mots parce que en fait, on pratique pas l'anglais. Et je pense que vivre dans un pays pendant un certain moment, ça te permet de parler la langue. Bah toi, du coup, t'es fluent.
En espagnol. Ah mais oui, du coup, quand j'étais arrivée à l'aéroport, je me disais, putain, pourquoi t'as fait ça et tout. Mais au final, quand je suis arrivée à l'aéroport, je me suis dit en même temps, c'est maintenant ou jamais qu'il faut prendre le coche. Et vu que j'étais à une période où c'était pas très développé le tourisme, il n'y avait pas de français, ça m'a beaucoup aidée, j'avais pas le choix. En fait, je voulais demander un balai, je devais trouver le mot, je devais demander ma route, je devais demander où on achète les cartes internet, quel est le parc où je peux me connecter, j'avais trop de trucs à demander. En plus, c'est pas le même espagnol qu'en Espagne, ou c'est le même... Beaucoup plus rapide. Ouais, ils mangent les S, ils mangent les D. Les R, des fois, c'est des L. Donc, tu repères pas les mots facilement. Et en fait, en moins de 30 jours, je peux te dire que j'ai vu de A à B. T'étais tout le temps avec eux. J'étais tout le temps avec eux, donc tout a changé en un mois. Vraiment, en fait, en un mois chrono, tu peux apprendre une langue. Mais vraiment. Si t'es en immersion à 100%. Si t'es en immersion à 100%, je te jure qu'en un mois, tu apprends une langue. Et du coup, ouais, je suis devenue tellement bilingue que les gens me croyaient pas de un quand je disais que j'avais appris l'espagnol sur le tard en même temps ici. Aujourd'hui, quand je suis entendue. Et ils me disaient tout le temps, non mais obligé, t'es cubaine, tu nous mens et tout. Oui, t'inquiète, impossible que t'aies appris l'espagnol ici, c'est pas possible, tu le parles trop bien, tu mens. Et du coup, mon test ultime, c'est que quand j'étais à Cuba, en fait, il y avait 2 monnaies, une pour les touristes, une pour les étrangers, donc c'était pas les mêmes prix. Et donc, moi, je me faisais passer pour une cubaine. Genre, je payais le prix des Cubains et ils remarquaient jamais parce que, en fait, le seul moyen pour eux de voir si j'étais étrangère, c'était un peu mes habits. Parce que, vu qu'il y a très peu de choses qui rentrent dans le pays, quand j'avais des jeans un peu trop, on n'a jamais vu ça, ou des trucs comme ça, ils savaient, ou des baskets et tout, ils savaient. Ils reconnaissaient. Et après, ils devaient juste se dire, peut-être c'est une cubaine riche ou on lui envoie des trucs et tout. Mais c'était mon test ultime dès que je rentrais en mode cubaine. On me demandait pas votre carte d'identité, madame. C'est que c'était bon. Et ça a été mon test qui m'a prouvé que, l'accent... Officiellement cubaine. Allez, l'accent, la double nationalité, alors. Je vais la demander, mais vraiment. Donc, voilà. Justement, qu'est-ce qui t'a marqué quand t'es revenu en France, ton retour en France, quelque chose qui t'a... Un choc à ton retour en France, quand t'es resté à Cuba, en Afrique du Sud, quand t'es revenu, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Déjà, on en a parlé un peu, quand t'as dit que là-bas, tout n'est pas accessible ici. T'as besoin d'un truc, tu descends en bas de chez toi, tu trouves dans la boutique d'à côté, ou même sur Internet, tu cherches quelque chose. Eux, là-bas, ils n'ont pas cette chance-là. Qu'est-ce que justement t'as marqué, quand ton retour en France, la première chose qui t'a marqué? La toute première chose qui m'a marqué, c'est de voir de la publicité. Ah oui? Bah oui, parce qu'à Cuba, t'as pas de publicité. Et t'as pas de coca. Donc, non. C'est un produit américain, donc non. Ils font toujours leur guerre, Cuba, États-Unis. Il n'y a pas de coca à Cuba. Peut-être ça a changé maintenant. Parce que la dernière fois que je suis partie, c'était il y a 2 ans, je crois. Mais il n'y a pas de coca à Cuba. Donc déjà, je vois du coca, je me dis du coca. Ensuite, la publicité. Parce qu'à Cuba, tu n'as pas de panneau publicitaire, ça n'existe pas. Que ce soit à la télé, dans les rues. Les seules publicités que tu as, c'est Che Guevara, le Che, et la famille Castro. Et viva el comunismo, hasta la revolución siempre, patria o muerte. Aucun rapport avec les publicités ici. C'est ça. En fait, c'est que des publicités politiques qui parlent du communisme. Donc ça m'a marqué. Je me suis dit, ah ouais, une pub pour le yaourt. Chanel, encore. Ah ouais, d'accord, un parfum. Ah ouais, donc ça m'a marqué. Le fait que tout soit accessible. Et je faisais moins de chichi à Cuba. Moi, avant, je mangeais pas les bananes si elles étaient un peu trop mûres. Maintenant, je les mange. Ah oui? Tu me donnes la banane la plus mûre du monde, je te la mange sans chichi. Alors qu'avant, moi, il fallait que la banane elle soit bien propre et tout. Maintenant, je les mange. Je dis, allez, ramène ta banane. Et un autre truc qui m'avait marqué, c'était la facilité d'aller dans un magasin. Tu prends tout. Tu as tout ce que tu veux. Des fois, à Cuba, on me disait, reviens la semaine prochaine, il y aura peut-être de la viande. Vraiment. Ouais, pas de viande, pas d'œufs. Pas de lait. Et pourtant, ils sont pas comme ici. Nous, il y a une pénurie d'œufs ou de lait, c'est la fin du monde, tout le monde débute sa vie. Là-bas, ils se contentent. Ils sont très dignes, ils se contentent de ce qu'ils ont. Après, de toute façon, les Français sont connus pour être très râleurs et très radins et très. Et la couleur. Le fait qu'ici, j'ai trouvé tout très terne. Oui, c'est ça. Parce que même sur tes photos, tu te dis, mais nous, ici en France, il n'y a aucune couleur. Et là-bas, rien que dans tes photos, on voit que c'est vivant. J'ai trouvé tout très très terne, mais vraiment, je me disais. Donc l'aéroport, ça arrive, tu te dis, oh là! Je me suis dit, on vit au quotidien dans du béton, dans ça vraiment, comment on peut être épanoui? Et je me suis dit, même en impact psychologique pour les gens, je me suis dit, on se rend pas compte à quel point ça doit peser sur nos vies. C'est pour ça qu'on est toujours en bad mood. Parce que moi, je vais pas te mentir, quand je voyage, je suis à l'étranger, je suis hyper bien. Au moment où j'arrive sur le territoire français, c'est fini. Je râle, je suis pas contente, je boude. Alors que quand je suis à l'étranger, regarde, parce que moi je vais souvent en Angleterre et là-bas on dirait que je suis chez moi. Pourtant c'est le pays voisin. Et dès que j'arrive en France, je me dis là, on est arrivé où? Aidez-moi, sortez-moi d'ici. Mais c'est vrai que c'est très terne quand tu regardes autour de toi. Ça a dû faire un choc parce que t'es resté longtemps quand même avec Cuba et en Afrique du Sud. Même l'Afrique du Sud, c'était coloré. C'est incroyable l'Afrique du Sud, même en termes de paysages, des couleurs. Par contre, c'est le plus beau pays que j'ai vu.
C'est pas celui que j'ai préféré, mais en termes de paysage. Après, j'ai fait le Cap. J'ai fait vite fait Johannesburg, mais le Cap, c'est incroyable. Bah, je veux le noter, je vais y aller. C'est incroyable. T'as tout en même temps. T'as la montagne, t'as la mer. Est-ce que c'est cher? Parce que l'Afrique du Sud, il paraît que c'est quand même assez cher, non? Peut-être pour y vivre au quotidien et encore. Ouais, c'est vrai que les loyers peuvent être assez élevés. Mais la vie quotidienne, en fait, c'est juste que tu vas pas faire des bénéfices de fou par rapport à la France. Ce sera toujours moins cher que la France, mais c'est pas genre du simple au double, quoi. Tu vois, mais ça va. Oh, c'est bien. Alors, du coup, on va parler de nos souvenirs d'enfance. On a fait toutes les deux ensemble au lycée, le premier voyage scolaire de notre lycée, en Écosse. Un pays où j'aimerais bien justement prendre ma retraite, parce que moi, ce pays m'a marqué. Est-ce que tu te rappelles un peu de notre voyage et le départ? Parce que c'est vrai que nous, notre histoire est un peu drôle, parce qu'on s'est retrouvés dans la même chambre alors que c'était pas prévu. Ah ouais, c'était pas prévu. Parce que notre amie avait son passeport périmé et elle s'est fait refuser à l'aéroport Charles de Gaulle et elle a dû retourner à Paris. En plus, elle a pleuré tout le temps. Je me rappelle, t'étais en pleurs et je me suis assise à côté de toi dans l'avion parce que j'avais pleuré. T'étais pas bien parce qu'en fait, c'était ton amie très proche et moi j'étais là, je te voyais parce qu'en classe, on était souvent en français, je me rappelle, on était assis ensemble tout devant toutes les deux. Et du coup, on était quand même assez proches. Et à l'aéroport, c'était pas bien. Et du coup, j'ai dit au prof, mettez-moi à côté d'elle dans l'avion. Et en fait, t'avais personne avec qui dormir. Et du coup, je dis, les filles, je les verrai la journée, je reste avec elles. C'est trop gentil. Je savais pas ce backstage. Ah ouais, et du coup, je suis restée avec toi. Et je me rappelle, il y avait un garçon, lui, dormait dans l'autre chambre. Et on dormait toutes les deux ensemble dans la même chambre. Oui. Et je me rappelle, la dame, elle écoutait des musiques de dépressives et tout. C'était grave drôle. En plus, elle nous faisait à peine à manger. Ouais, c'est après nous se nourrissait la journée. Et c'est toi qui m'as fait découvrir Primark, je crois. Ouais, c'est possible, c'était trop mon magasin. Parce qu'en fait, on est arrivé, t'as dit les filles, faut que je vous montre un magasin. Parce qu'à l'époque, en France, en 2015, il y avait pas Primark. Et je crois qu'on avait dévalisé le magasin. Elle m'a vu ce magasin. Bon, plus maintenant, mais voilà, en tout cas, je trouve que les Primark des UK, ça n'a rien, mais même en termes de qualité, parce que moi, j'achète là-bas. Du coup, oui, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais du coup, je me rappelle, on s'est retrouvés dans la même chambre, dans la même maison. Et c'est à partir de ce voyage que notre histoire d'amour a commencé. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai. Du coup, je sais pas si tu te rappelles un peu de notre voyage, des anecdotes et tout. Ouais, alors moi, déjà, c'était, je crois, le premier voyage que je faisais avec l'école. Oui, moi aussi, parce que déjà, même au lycée où on était, c'était leur premier voyage scolaire. Tout le monde était choqué. Ah ouais? On était que 12 à partir. C'était le premier du lycée? C'était le premier du lycée et tout le monde était là, waouh, en plus, ils partent en avion et tout. J'étais là, excusez-nous, on a choqué. Parce que c'était la première section européenne du lycée, la première année. Et on était là, l'école. Mais en fait, moi, j'étais choquée. Je me suis dit, le lycée, parce que mon frère et ma soeur y étaient, ils ont dit, nous, ils nous ont jamais, même pas au ski, ils nous ont emmenés. Et vous, ils vous emmènent là et tout. Et je me rappelle, on était partis en avion. Et on est partis que 10 jours, même pas. Non, moi, je pense. 7-8 jours, mais moi, en tout cas, c'était trop bien. Alors ouais, je m'en rappelle parce que c'était le premier voyage. Ouais. C'est vrai que tu me rappelles que ma BFF de l'époque, en fait, elle avait pas pu venir. Moi, ça m'a fait rire parce que tu vas me dire que quand on a donné notre carte d'identité au prof, parce qu'on devait donner une photocopie, il a pas capté. Il a pas capté, mais en soi, c'est les parents qui doivent vérifier. En soi, en vrai de vrai. Je me rappelle, tout le monde était en train de pleurer à l'aéroport et tout le monde nous regardait, les voyageurs, c'était là avec ils arrivent quoi. Et moi, je me rappelle de ce voyage parce que déjà, c'est là où on est devenus très proches, très amis et tout, donc ça m'avait beaucoup marqué. Et oui, parce qu'on avait été mises dans la même chambre. Et ce qui m'a marqué dans ce voyage, déjà, c'est qu'on rigolait tout le temps. Tout le temps. De tout. En plus, toi, c'est contagieux. Nous, c'est toutes les deux quand on rigole une fois qu'on est partis. On rigolait tout le temps de tout. Tout le temps. Ça m'avait marqué aussi parce que ça nous avait encore plus rapprochés parce qu'on était du coup très en immersion dans une famille écossaise. Exactement. Donc, c'était une dame avec son fils. Non, c'est 2 filles. Elle avait 2 filles. Une qui devait se marier, même elle nous avait montré sa robe de mariée et tout. Je me rappelle. Elle a dit regardez. Moi, j'ai regardé la robe, je dis c'est ça la robe de ma après. Je me rappelle, on s'est regardé avec le garçon qui était mort de rire. On a dit donc elle va se marier dans cette robe. Et je me rappelle, la dame, elle était au début, moi j'ai eu trop peur d'elle. Et oui, elle était bizarre. Tu m'avais fait un coup, et je me rappelle toute ma vie, c'est qu'en fait je suis partie me doucher et je crois que la dame elle est venue te parler. Et quand je suis revenue de ma douche, tu m'as dit il faut que je te dise un truc, Mina. En fait, parce que la dame elle avait 2 gros chiens, des bergers allemands, je pense, mais c'était vraiment des gros chiens. Et tu as dit tu sais, des fois le chien la nuit, il ouvre la porte, il rentre dans la chambre. J'ai dit ça, mais je suis folle. je te jure, Mélissa, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai passé, mais c'est la première fois de ma vie, je dormais pas la nuit. Je dis, mais j'étais en panique. Je dis, le chien. Et le matin, je me suis réveillée. Tu m'as dit, alors, t'as bien dormi et tout. Je dis, non, j'avais peur que le chien y rentre. Et je me rappelle, t'as explosé de rire. Sérieux? Tu m'as dit, mais t'es conne ou quoi? C'était une blague. Je dis, elle est pas sérieuse là. Et j'avais envie de te tuer. Je dis, mais et en fait, je me disais là, je dis, mais du coup, j'ai pas dormi la nuit alors que c'était faux. Elle m'a dit, mais les chiens, elle les enferme dehors et tout. Je dis, ah d'accord, super. Mais après, on est parti à l'école parce que là-bas, on était en lien avec la George Eliot School, qui est une très bonne école, qui a inspiré J.K. Rowling pour Poudlard.
C'est ça qui m'a marqué. Et ça m'a... Les profs en cap, là, je me rappelle, on a vu arriver un prof avec une cape, on s'est dit, oula. C'est le truc qui m'a peut-être le plus marqué de ces séjours. Du coup, ce qui m'a beaucoup marqué, déjà, c'est que je me disais, c'est fou d'être dans une classe et en fait, t'as autant de points communs avec quelqu'un, mais tu t'en rends pas compte avant d'être proche avec elle. Donc ça m'a été une très belle leçon de vie pour moi. Ensuite, ce qui m'avait marqué, c'était de pouvoir finalement t'en sortir un peu sans tes parents, parce que c'était aussi notre premier voyage jeune où t'étais sans tes parents. Et moi, j'avais pas de téléphone, j'avais pas de SIM. Toi, t'en avais une, mais c'était à l'époque des crédits où si tu envoyais un SMS, en plus t'étais à l'étranger, donc tu pouvais même pas appeler. Je me rappelle, on avait gratté le internet de la dame, je m'étais connectée à mon compte Facebook, j'avais envoyé un message à mon frère, oui, je suis toujours vivante, tout se passe bien. Mais c'était vraiment l'époque où en fait on avait des vieux téléphones, il fallait prendre la photo, tu sais, avec la caméra arrière. Et moi, j'avais un appareil photo. Et en fait, on avait justement profité du moment parce qu'on n'était pas sur nos téléphones. Le soir, on rentrait, on regardait même pas les photos, on se parlait. Après le dîner, on se posait dans la chambre, on se racontait les trucs, on se montrait nos achats de la journée parce qu'on a dévalisé tous les magasins là-bas. Et je me rappelle, c'est ces moments authentiques que j'ai aimés parce que moi, j'ai fait après le voyage en Angleterre en terminale. Et en fait, c'était l'époque où les gens ils avaient plus de téléphone. Et en fait, la nuit, quand tu rentrais chez toi, tu rentrais dans la maison, tu calculais pas les pas, tu étais sur ton téléphone. Du coup, cette photo, oui, papa. Et en fait, tu profitais même pas du moment. Alors que quand on était en Écosse, c'était l'époque où il n'y avait pas vraiment de téléphone. Et du coup, on était à fond dans le voyage. Et justement, moi aussi, le George Eliot School, il m'a marqué. Et je me suis dit, est-ce que nous, on est vraiment... Enfin, j'arrivais pas à croire qu'on était dans cette école-là. Parce que là, quand j'ai vu des vidéos récemment, des gens qui disaient, en fait, tu n'as pas le droit de visiter l'école. Je me suis dit, nous, on est rentrés dedans, on a fait cours avec eux. Mais qu'est-ce que vous me racontez? On m'a dit, non, tu n'as pas le droit d'être dans l'école. Justement, est-ce qu'il y a un moment, quand tu étais là-bas, tu pensais que dans 10 ans, parce que ça fait 10 ans, même, ça faisait plus de 10 ans, ça faisait 12 ans, que tu allais être avocate 12 ans plus tard? J'y ai pas cru. Est-ce qu'au lycée, en seconde, quand tu t'es arrivée, tu t'es dit, bon, dans 12 ans, moi, c'est sûr, enfin, pas sûr, mais tu t'es dit, ça se trouve, dans 12 ans, je serai avocate? Non, mais en fait, dis-toi que dans ma tête, je me suis jamais dit que je deviendrais avocate. Ça a été un rêve, mais je me suis jamais dit que j'arriverais au bout de ce rêve parce que je suis entre les deux, je suis bonne élève et j'ai beaucoup de facilité, ce qui fait que j'avance vite sans faire beaucoup d'efforts. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui aime les trucs simples. Genre, quand j'étais hôtesse d'accueil, j'ai été hôtesse d'accueil très longtemps pendant mes études. Je crois que c'était la meilleure période de ma vie. Tu sais, un travail sans souci où tu te casses à 17h, t'as pas de téléphone pro, t'as pas d'ordi, on t'envoie pas de mail, t'as pas de Teams, t'as rien à faire, il y a pas de réunion, il y a rien. C'était ma meilleure période. Et du coup, quand j'étais au lycée, j'ai toujours été dans cet entre-deux. Est-ce que je poursuis mes rêves jusqu'au bout ou est-ce que je cherche juste la stabilité pour poursuivre mes rêves, mais plus personnels, pas professionnels, mais personnels. Donc non, je pensais pas être avocate. Je savais juste que je voulais faire un truc où je me sentirais utile aux autres. Ça, c'était vraiment mon mantra toute ma vie. Et ça, c'est vrai, parce que tu aimais bien aider, parce que quand même, tu avais, grâce à Dieu, et je suis vraiment très fière de toi, des belles facilités à l'école, et t'aidais beaucoup les camarades, parce que nous, on avait quand même une classe de cassos, on va pas se mentir, non, mais vraiment, il y avait des cassos dans notre classe. Et moi, je sais que moi, j'ai fait STMJ, mais moi, c'était un choix. Toi, tu as fait ES, parce que nous, à notre époque, c'était encore les bacs ES, maintenant, ça n'existe plus. Et je me rappelle que moi, en début d'année, on m'avait dit non, il faut que tu retournes en ES ou en L, parce que j'étais forte en français. Je dis, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, à la fin, j'ai fini prof comme quoi. J'ai fait une licence anglais alors que j'avais un bac STMG. J'ai fait un master de prof, j'ai passé. Quand les gens te disent, ouais, mais STMG, c'est pour les cassos. Bah non, parce que regarde, aujourd'hui, j'ai fait un bac STMG comme tous les autres. Et je suis arrivée, je suis prof, tu vois. Comme quoi, ça veut rien dire. Et moi, je me rappelle à l'époque, parce que quand on était au lycée, c'était quand même la génération... Il n'y avait pas trop les téléphones. C'était du coup, on parlait plus avec les copains. Et c'est pour ça que je pense qu'on a bien apprécié être ensemble. Et même avec les autres, c'est parce qu'on avait ce côté où il n'y avait pas de... Dès que tu rentres chez toi, tu lui parles par message. C'était vraiment, tu reviens le lendemain. Ah, je t'ai pas raconté. Hier soir, j'ai vu ça à la télé. Mais est-ce que tu te rappelles qu'on était avec un mec en Écosse? Oui, je m'en rappelle. Dans la maison, et on avait grave de l'appréhension parce qu'on savait pas trop comment ça allait se passer. Un mec, comment ça? Ouais, on était avec un mec de notre classe et il était dans la maison avec nous. Et je pense que lui aussi, il était très mal à l'aise. C'est ça, parce qu'en fait, il y avait un gars qui devait être deux mecs. Exactement. Il s'est cassé le bras, je crois, un truc dans le genre. Et il a pas pu. Il a pas pu venir. Et ça m'a aussi appris qu'on s'adapte à tout. Exactement. Que, en gros, c'est pas l'ennemi, tu vois. Genre, c'est pas parce que c'est un mec que ça va mal se passer, qu'il va te mettre mal à l'aise. Il était hyper respectueux et on a même fini par nouer une petite complicité. On se faisait des blagues et tout. Donc ça m'a marqué. Ce qui m'a marqué aussi, c'était de voir un monde totalement différent parce qu'on était très proche de la France finalement, mais je trouve que ça ne ressemblait en rien à nous. Et même, je pense que ça te marque encore plus quand t'es jeune, quand tu viens de banlieue. Parce qu'on sortait un peu de nos grandes tours, du bitume, du béton et tout. Et là-bas, c'était très vert, des vallées, des collines. C'était incroyable. Une belle architecture. Je me croyais dans un monde imaginaire. Merci. C'est pour ça que moi, j'aime bien les pays anglo-saxons. C'est que l'architecture, moi, je me dis, mais c'est... Et en tant que grande fan d'Harry Potter, je peux te dire que je me suis dit,
J'ai une chance de fou. Et ça m'a grave marqué de me dire, d'ailleurs, ils nous avaient offert des petits stylos, là, à l'école. Oui. Je les ai encore, hein, même le marque-page. Je crois que moi aussi, je les ai encore dans ma boîte. Et je me suis dit, mais j'ai une chance de fou de pouvoir vivre ça si jeune, de partir dans un endroit aussi privilégié c'est vrai. Et de voir qu'en fait, c'est facile de se faire des amis parce que t'as aussi ce petit côté, quand t'es au lycée, de tout le monde est sur la retenue, ne veut pas parler avec les autres ou à son groupe d'amis et tout. Et là, ça m'a beaucoup marqué. Et du coup, c'était vraiment le moment pour... Et je dois beaucoup à ce voyage parce que je pense qu'on n'aurait jamais été aussi proches. Alors qu'on s'aimait bien, hein, mais ce voyage, on est devenus BFF. Mais vraiment, en plus, après, du coup, on a pris des filières différentes. Mais ce qui est drôle, c'est que, on en parlait avant qu'on commence le podcast, c'est que du lycée, tu fais partie des 2 seules personnes avec qui j'ai gardé contact. C'est dingue. Et en plus, comme on se parle pas souvent, mais dès qu'on se parle, on dirait qu'on est amis depuis... Mais le c'est vrai, fou, en plus, quand même, depuis 10 ans, quoi. Le plus fou, je sais même pas si on a vraiment déjà été dans une vraie classe ensemble, parce que là, on était dans l'option européenne. Non, on était en seconde, on était ensemble. Ouais, mais juste en seconde. Et après, sinon, on n'a jamais été... Ouais, surtout que t'étais pas au même collège que moi, toi. Non, toi, t'étais au collège qui était là, et moi, j'étais au collège qu'au bout de la rue. Oui. Et pourtant, j'avais l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Je sais pas. En plus, après, on a fait l'aide aux devoirs dans une association ensemble, donc ça nous a encore plus rapprochés. C'est vrai. Et après, du coup, on a fait des filières différentes, mais on a toujours pris contact l'une avec l'autre. Ouais. Et après, du coup, t'as partagé un peu tes expériences, et quand tu mettais sur ton Insta, je dis, ah ouais, bah, ça l'a réussi! Ah mon Dieu! Et du coup, là, quand j'ai pris contact avec toi, que tu m'as dit que c'était avec grand plaisir, j'étais trop contente. Ah, mais oui, avec grand plaisir, parce que j'adore ce que tu fais. Oh, et après, on n'a jamais assez de recul sur sa propre vie. Ouais. Mais t'es pas la première personne qui me demande de parler un peu de ce que c'est mon métier aujourd'hui. Parce que moi, je vais pas te mentir, c'est parce que quand on regarde un peu tous les anciens de notre génération, c'est pas pour être dénigrante, c'est qu'il y en a pas beaucoup qui ont réussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné les études supérieures parce qu'ils ont trouvé ça dur. Parce que c'est vrai qu'en France, on a quand même une très grosse pression. Les notes ici, c'est une note, elle peut te faire redoubler toute ton année scolaire, etc. Vrai, Et c'est par rapport à ça, et je sais que moi, il y a plein de gens du lycée que quand j'ai demandé des nouvelles d'eux, on m'a dit ils ont arrêté les études parce que ça les a gonflés. Du coup, ils font un métier. Après, tous les métiers sont excellents. Pour moi, il n'y a aucun métier qui est dénigrant. Mais en fait, ils ont quasiment tous abandonné les études supérieures. Ou leurs objectifs. Et quand justement, moi, je leur dis, moi, j'ai continué, je suis partie, ils me disent, ah ouais, ils me disent, c'est pas vrai, tout a réussi. Je dis, après, moi, c'est parce que je m'en suis donné quand même les moyens et que je voulais réaliser mon rêve de petite fille d'être enseignant. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui ont arrêté les études supérieures. Et quand tu vois justement des gens de notre génération réussir, tu te dis, mais ça fait trop plaisir. En plus, toi, je sais très bien, je me suis dit, mais elle, c'est sûr. Je t'avais dit, t'allais partir loin dans ta vie. C'est gentil. Et vraiment te voir là aujourd'hui épanouie dans ce que tu fais, heureuse et faire un métier que tu aimes, c'est toujours plaisant déjà de voir des gens qui se réveillent le matin et se dire je fais ce que j'ai envie de faire, j'aime ce que je fais, et te voir réussir, c'est tellement une fierté, pas que pour moi, pour tous les gens qui t'entourent, parce que se dire ouais, mais ça est devenu quelqu'un, et tu vois, c'est... Mais tu sais, ça me rappelle quand j'ai prêté serment et que j'ai mis une petite photo sur Instagram de ma prestation. Déjà, j'avais eu beaucoup de messages, ça m'avait trop surpris parce que je m'attendais pas à autant de messages, parce qu'il y a plein de gens à qui tu parles pas forcément. Oui, et là, ils t'ont... Mais tu sentais sincèrement que les gens étaient très contents, et ça m'a beaucoup touchée. Et il y a un commentaire qui était tout simple, mais je crois que c'est un des commentaires qui m'a le plus touchée. C'est un ancien ami du collège, que j'avais perdu de vue, genre c'était vraiment au collège, après on n'a pas été au lycée ensemble et tout. Il a commenté « Merci ». Sur ma photo de prestation. Efficace, mais ça t'a marqué. Mais tellement puissant. Oh là là. Et je me suis dit, mais c'est dingue, ça veut dire tellement de choses, tu vois, ce merci. Et je me suis dit, waouh, quoi. Peut-être que j'ai pas assez de recul, mais que les gens ils se disent que c'est quelque chose de beau ce que j'ai fait. Oui, parce que je t'ai dit quand même, dans notre ville ou quoi, c'est rare quand même. J'en connais des gens qui ont quand même réussi, mais c'est rare de voir une proche à toi qui réussit aussi bien. Et je pense que lui, c'est de dire, ah oui, c'est... Elle est devenue... En plus, du coup, tu travailles un peu pour... même si je travaille pas forcément, peut-être tu plaides pas pour des causes de gens d'ici. Après, toi, tu as dit que tu voulais travailler quand même en banlieue, travailler avec des gens de banlieue. Et je pense que tu peux avoir un très bel impact, au moins dans notre ville. Je pense que si tu fais quand même, comme tu as dit, ou même toi, tu te lances dans le podcast ou tu fais des conférences, je pense que tu peux marquer les esprits. Ah oui, certes. En plus, tu as une belle élocution, tu parles bien. Et je pense que tu peux marquer les jeunes, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont pas la lumière à tous les étages. En fait, je sais pas à quel point je pourrais apporter ma pierre à l'édifice. Pas que je doute que ce soit utile, mais c'est dur de dire que sur la base de paroles, tu peux motiver je peux t'assurer que si, parce que moi, je suis enseignante, ça fait quoi, 3-4 ans que je suis enseignante. Et du coup, moi, j'ai compris comment ça marchait un peu la vie. Et dès leur plus jeune âge, je leur fais un peu la morale en leur expliquant que plus tard, si vous ne bougez pas maintenant, que vous ne vous donnez pas les moyens, que vous n'êtes pas sérieux maintenant, vous allez regretter plus tard. Je dis, c'est bien, voilà, on va avoir dans la classe, on est content, on fait des bêtises, mais ça va vous servir à quoi plus tard? Et je ne vais pas te mentir, à chaque fois que je passe dans une classe, parce que moi, du coup, je suis remplaçante,
l'enseignant ou l'enseignante m'envoie un message, me dit mais merci, heureusement que t'es passé, parce que toi tu les as vus d'un œil extérieur et du coup tu les as motivés. Et je me dis toi tu peux motiver ces jeunes-là, en plus t'es de cette ville, je pense que certains te connaissent quand même un peu, et après même je peux te trouver une salle, hein, on trouve la salle qui est juste là et tu réserves et je pense que tu peux avoir un gros impact, et justement tu peux inviter des gens sur le stage et tu peux leur poser des questions. Et je pense que tu as quand même des bons contacts, ou même dans la ville, tu connais des gens qui ont fait plein de métiers différents et tu peux faire une conférence avec justement plein de métiers. Parce que c'est bien les journées portes ouvertes, est-ce que ça nous a servi à quelque chose de nos débuts? Non, à c'est rien. pas suffisant. Alors que quand c'est quelqu'un tu écoutes, parce que de nos jours, il y a de plus en plus de personnes qui écoutent des vidéos YouTube en mode podcast. Donc je pense que si tu es en face d'eux et que tu peux leur répondre du tac au tac, ils seront grave contents. Parce que maintenant, les jeunes, ils aiment trop les lives. Pourquoi? Parce qu'il y a cette interaction, ils posent une question, la personne y répond. Donc toi, si en plus tu es en face d'eux et qu'à la fin tu peux avoir un petit tête-à-tête avec eux, je pense que tu vas vraiment les marquer, ces jeunes-là. Parce que je pense que notre génération, parce que moi je travaille dans une association et je travaille au centre ici, ils ont besoin qu'on leur parle et qu'on leur dise les choses entre les yeux. On leur dit, écoute, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ces gens-là, si tu leur dis pas les choses clairement, je pense qu'ils vont jamais bouger. Parce que moi, j'ai aidé plein de gamins ici. Hein, parce que moi, je travaillais dans une association, dans une ville, et c'était vraiment, quand je te dis, c'était la banlieue. C'était la vraie banlieue. C'était au milieu d'une cité. Je me suis fait caillasser à un moment. Vraiment, c'était en plein émeute et tout. C'était n'importe quoi. Mais en fait, ces jeunes-là, un jour, on a fait justement une conférence. On n'était pas beaucoup dans la salle. Et ils sont revenus le lendemain. J'avais l'impression d'avoir une nouvelle personne devant moi. Et pourtant, moi, je suis pas quelqu'un qui donne des conseils qui sont excellents quand même, tu vois. Mais je me dis, rien qu'en leur parlant, et rien que eux, ils ont parlé avec quelqu'un qui les connaît pas, qui vient d'une autre ville, qui vient de loin et qui a un œil extérieur, ça les a troublés. Et je pense que toi, tu peux quand même marquer ces gens parce que tu as quand même des belles expériences à l'étranger. Ici, tu as vu des choses que d'autres n'ont pas vues. Et je pense que tu peux marquer ces gens. Mais en positif, mais vraiment, je te dis ça pas parce que tu es mon ami, etc. Mais vraiment, je te dis ça, je t'ai toujours dit, tu es quelqu'un, je pense que si tu te lances dans ça, tu peux marquer les enfants. Et même pas que les enfants, même les adultes. Je vais saisir la perche, je vais y penser. Parce que je pense que c'est important quand même de... pour moi, oui, c'est sûr. Pas un objectif personnel, mais je suis vraiment dans l'optique que tout le monde doit se donner sa propre chance, tu vois. Exact. En plus, tu m'as dit que tu avais quand même des bons contacts dans la ville et tu connais pas mal de choses ici. Donc, tu as quand même ce recul de dire que voilà, tu vois, je peux aider sans vraiment leur donner. Franchement, c'est une des choses que je souhaite le plus profondément, c'est toujours dire aux gens de ne pas se limiter, tu vois. Ma phrase préférée, c'est vraiment si la porte est fermée, passez par la fenêtre. Et j'aime vraiment. Ça, on va la noter. Vois, si la porte est fermée, passez par la fenêtre. Donnez-vous les moyens et vous dites jamais. Moi, ma mère, elle est pas avocate. Hein. Voilà, elle est pas avocate, elle est pas médecin, elle est pas chef d'entreprise, elle est pas cadre, elle est salariée au SMIC depuis toute sa vie. Voilà. Donc, parce que souvent les gens disent mais toi tu viens de banlieue. Non, moi je viens de. C'est ça. Ils cherchent toujours une explication derrière. Non mais si t'as réussi c'est parce que ça. Non, si vous connaissiez ma vie. Mais c'est ça. Non mais c'est ça le. Exactement. Que j'étais pas du tout censée être où je suis, tu vois. Mais c'est pour ça que justement t'as quand même une histoire atypique. Après t'es pas obligé de rentrer dans les détails de ta vie, mais tu peux marquer ces enfants parce que tu as plein d'expériences. Tu as vécu à l'étranger, tu as rencontré plein de gens. Je pense que même dans ton travail, tu rencontres des gens. Pendant tes études, tu as dû rencontrer des gens qui ont abandonné ou même des gens qui ont abandonné et qui ont repris. Donc je pense que tu as quand même ce recul de te dire, moi j'ai quand même pas mal d'expérience et si je partage avec ces jeunes-là, ils peuvent réussir leur vie. Parce que bon, on va pas se mentir, c'est ces jeunes-là qui vont nous payer notre retraite et je pense que là on est mal barrés. Vu comment ils sont partis, je pense qu'on va vivre. Ils sont tous sur TikTok. C'est ça. En libéral. Exactement. On n'est pas dans la merde, j'ai envie de te dire. Donc je pense que tu peux les marquer. Mais en plus, dans les graves capables, moi je te trouve une salle, je te trouve le micro et on va se lancer dans une conférence de presse dans notre ville et je pense qu'on va bien les marquer. Moi c'est ce que je souhaite. Je te le souhaite sincèrement. Pour tous les jeunes, vraiment. Alors, est-ce que ton métier et ton rôle te sert dans la vie de tous les jours? Ton métier que tu as et le rôle que tu as au travail, est-ce que même dans la vie de tous les jours, quand tu n'es pas au boulot, est-ce qu'il te sert quand même? Mon métier me poursuit tous les jours. Alors, de base, parce que j'ai un ordi pro que je ne lâche jamais. J'ai un téléphone pro que je ne lâche jamais. Même au resto, je sors mon ordi quand je dois envoyer un doc à un client ou faire une signature, donc bref. Mais au quotidien, je pense que c'était même avant d'être avocate. J'ai été avocate avant d'être dans le sens où mes raisonnements, ma façon de défendre les choses, ça a toujours été en moi. C'est-à-dire que avocate ou pas, je faisais déjà mes trucs, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est juste que j'ai plus de connaissances et que à chaque fois, j'essaye d'aider les gens. C'est de cette façon, en fait, que ça impacte ma vie. C'est dès que j'entends quelqu'un a un problème et que je peux aider sur le plan juridique, te faire un courrier. Par exemple, j'avais une amie, elle avait fini un taf en janvier. Là, on était en juin. Le mec ne l'avait toujours pas payé. Ah oui. Ouais, en fait, il a juste plus calculé. Elle disait, envoyez-moi mon salaire, mon solde de tout compte, mes documents. Il répondait plus aux mails, rien. Depuis 6 mois, de janvier à juin. Et dans la vie de tous les jours, c'est ma pote.
petite mise en demeure signée par avocat. Merci, Ma cliente m'a dit que je vous prie de bien vouloir avant telle date, sinon saisine du tribunal. Et ça règle les choses. Donc oui, ça m'aide beaucoup. Et par contre, il y a un endroit où ça pourrait m'aider, mais je le fais pas parce que je trouve que ça n'a pas sa place. C'est que par exemple, la dernière fois, j'étais allée dans un resto hyper coté et tout. Presque, sur Paris et tout. Et c'est un resto sur réservation. Donc j'avais une pote, elle voulait trop qu'on y aille. Moi, ça me disait pas trop, mais bon, j'ai dit ok. On y va. Le resto, il est pas très rempli parce qu'on est en plein été, qu'il est 23h. Et il nous dirige vers le coin des Noirs, en fait, littéralement. Tu vois, tu connais ces restos un peu huppés où on te met dans un coin, on te fait croire qu'on te dirige... En fait, non. Bah non, en fait, tu vois que la moitié du resto, il est vide au milieu, mais toi, on t'emmène sous les comptes. Donc voilà, je m'assois et tout. Je veux pas trop gâcher l'ambiance, donc je dis pas à ma pote que je trouve que l'endroit n'est pas normal, parce que je me dis peut-être qu'elle a pas capté. Et vu que c'est elle qui voulait venir là, si la place lui convient, tranquille. Mais après, je commence à regarder autour de moi. Je vois à ma droite un couple, genre... soit ils étaient, ça devait être des rebeux, un truc comme ça, et la table à côté de nous, c'était des noirs. J'appelle le serveur, je dis excusez-moi, est-ce qu'on pourrait avoir une table au centre, tu vois? Et là, j'attendais impatiemment sa réponse parce que je me suis dit, si il me dit non, aujourd'hui, le resto va prendre feu. Déjà, je savais que j'allais les ramasser, que j'allais demander à voir le gérant, et que j'allais pas me gêner de dire, écoutez, je suis avocate, et là, je vais vous poursuivre. Pour discrimination, tu vois, c'est des trucs bêtes, mais en fait, je trouve que ça n'a pas sa place dans le sens où t'as pas besoin de dire que t'es avocate pour qu'on te traite avec dignité. Mais dans ma vie de tous les jours, ça me poursuit parce que des fois, quand on te fait des injustices ou qu'on te traite mal, ça te démange de dire je suis avocate, mais je trouve que c'est pas normal parce que mes sœurs ne sont pas avocates, ma mère n'est pas avocate, et pourtant ils vont peut-être subir la même chose. Et t'as pas besoin de sortir l'argument avocat pour être respecté. Moi, tu peux aider justement à l'avenir. Moi, je pense pas que dans ce restaurant ça va marcher, mais si à l'avenir tu peux aider justement des personnes qui sont dans la même situation que toi, et si toi t'es passé par là juste avant eux, bah, ça peut leur faciliter. Mais c'est vrai qu'avant toi aussi, il y avait des gens, donc tu dis, toi, t'as pu parler. Mais est-ce que ces gens-là, ils auraient osé parler? Bah, ma pote, elle m'a dit, hein, alors que pourtant, elle, c'est pas la plus timide du monde. Et quand il faut se disputer ou s'embrouiller parce qu'il y a un problème, elle le fait aisément et mieux que moi, même peut-être, avec plus de cœur à l'ouvrage. Mais tu vois, quand tu dois juste réclamer tes droits, quand t'es dans une situation où il n'y a pas de bif de base, c'est très dur d'être celui qui rentre en conflit et qui demande quelque chose, tu vois. Et moi, ça me gêne pas. Et donc, oui, ça me poursuit parce qu'au quotidien, je cherche la justice partout, tout le temps, tu vois. À chaque fois qu'il y a un truc qui est pas normal, je le dis. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est pas correct, je le fais savoir. Et ça, on va me dire, oui, c'est parce que t'es avocate, mais même avant d'être avocate, je l'étais. C'est juste que là, j'ai la carte où je peux te dire, d'ailleurs, je suis avocate, donc faites attention à vous, en gros, tu vois. C'est plus ça. Donc, c'est plus pour aider et réclamer plus de justice, on va dire. Et justement, parce que tu dis, ça te poursuit. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour souffler? Après, je sais que tu n'es jamais en off puisque tu as dit que tu as toujours ton ordi, ton téléphone avec toi. C'est très compliqué. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais, tu te dis, bon là, je me pose un peu 5 minutes, je fais ce que j'aime et après je reprends? Ou il y a vraiment, tu es tout le temps constamment... Je t'avoue que pour être très honnête sur cette question, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui diront la même chose s'ils font le même métier que moi. Mais honnêtement, c'est très dur de... Vraiment, honnêtement, l'année dernière, j'étais en été en République dominicaine. J'avais mon ordi et mon téléphone pro et je lisais mes mails et je répondais à mes mails. Enfin, vraiment. Mais tu te poses jamais vraiment à 100%. C'est compliqué parce que même les week-ends, tu es contente d'être en week-end parce que tu vas pouvoir avancer tranquillement sur tes dossiers sans qu'on te dérange. Tu vois, le raisonnement est inversé. Donc pour souffler, je vais dire les petits moments où j'arrive quand même à voir des amis ou sortir avec mes sœurs ou... En fait, c'est plus je chope des petits moments qui me rendent encore plus contente qu'avant. Voilà. Tu vois, c'est plus ça. Mais t'as pas vraiment de moments où tu te dis, bon, bah là, c'est bon. Et jamais des moments où tu te dis, une fois par semaine, je me fais ça. Là, j'arrive pas encore parce qu'avant, j'avais repris le sport. D'accord. Là, c'est un peu compliqué. Donc, mais c'est un truc qui me faisait du bien parce que c'était un moment que j'avais réussi à obtenir où je faisais autre chose. Après, ça, c'est un peu tout le temps, mais la musique. J'adore la musique et du coup je ne fais pas de musique, je ne sais pas chanter, mais vraiment c'est mes moments. Par exemple les samedis quand je sais que là je dois pas ouvrir un dossier, musique à fond dans la maison, je chante, je danse, c'est vraiment mes petits moments qui me font du bien. Après bon, il y a une de mes sœurs souvent qui rejoint la troupe qui chante avec moi, mais ça me fait plaisir. Sortir avec des amis, faire des restos et tout, j'aime bien. Et après avant c'était le shopping. Mais je trouve que c'est une vieille passion. Ah, mais moi, le shopping, maintenant, ça me veut pas te mentir. Mais avant, c'était grave mes moments. Genre, sortir, m'acheter des habits, c'était mon grand bonheur dans la vie. Dépenser mes sous, c'était mon grand bonheur. J'ai jamais compris le concept, mais c'était vraiment un pur bonheur. Tu vois. Alors, on va passer un peu vers la fin, qui est surtout les messages et les confidences. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille ou à un jeune homme qui veut devenir avocat ou avocate? Qu'est-ce que tu leur dirais?
Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas... La première chose... Vas-y, pardon, je t'écoute. Non, mais parce qu'aujourd'hui, c'est pas la même chose qui veut dire quand toi, tu as commencé, parce que la génération a complètement changé. Ça, c'est une nouvelle génération, comme on a dit, la génération TikTok, Instagram, réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu leur dirais justement à ces jeunes-là qui veulent devenir avocats et avocates? La première chose, c'est vraiment que c'est faisable. Ouais. Je le dis parce que moi, je me rappelle qu'au lycée, quand je savais pas trop quelle orientation prendre, j'étais partie voir la conseillère d'orientation. Elle m'avait dit vous aimez aider les autres, pourquoi pas faire secrétaire médical? Déjà, ça n'a rien à voir. Donc, si je m'étais arrêtée à ça, sérieux, je serais peut-être devenue secrétaire médicale. Mais c'est la secrétaire médicale. Cabinet Nana, bonjour. Donc voilà. Oui, je vous appelle pour confirmer le rendez-vous. La prise de sang, c'est bon, mardi 10h. Oui, mardi 10h. Je vous remercie, madame. Bonne journée. T'imagines? Donc, j'aurais été peut-être votre première secrétaire médicale de la ville. La plus aimée de la ville. Non, donc je dirais vraiment que c'est possible. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas voir la finalité, mais plutôt penser étape par étape. Parce que je pense que ça t'effraie beaucoup plus. Quand tu dis, 5 ans, plus 6 ans, plus 7 ans, plus prépa, plus nanana, tu dis, non, vas-y, c'est bon, je veux pas. Moi, je pense que vraiment, ce qui t'aide le plus, c'est toujours de dire, ok, aujourd'hui, j'ai fait le pas 1, demain, je fais le pas 2, après-demain, le pas 3, et petit à petit, tu te diras, mais je suis déjà là. Mais si tu pars d'entrée de jeu dans ta tête, tu as 18 ans, tu es au lycée, et tu te dis, c'est en 2046 du coup si tu fais des calculs comme ça c'est pas bon, les calculs ne sont pas bons, c'est sûr. Donc se dire que c'est possible, faire les étapes petit à petit, et petit à petit l'oiseau fait son nid, c'est pas comme ça et je pense que pour devenir avocat, ce qui joue beaucoup, c'est vraiment aussi d'avoir eu l'opportunité de faire des stages, parce que le cabinet qui t'embauchera au final est beaucoup basé sur tes expériences d'après. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un grand cabinet. Quand je dis grand cabinet, c'est en termes de nombre d'avocats. On est 400. Ah oui. Ouais. Et en termes de clients, on a des très gros clients. On a tout ce qui est le monde du luxe. Donc, tu as fait un bon bagage déjà. Tu as des clients qui payent bien, tu vois, qui payent bien le cabinet parce qu'eux-mêmes ont l'argent. Et ça joue beaucoup. Il faut faire des stages. Donc déjà, n'hésitez pas à trouver très tôt des stages, même si c'est des stages d'1 semaine et tout. Peu importe dans quel cabinet, le but, c'est toujours de remplir son CV. Ensuite, c'est de ne pas hésiter à poursuivre vos efforts. En gros, même si tu n'as pas les capacités aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'il faut te priver. Exactement. En gros, toi, tu nous as dit, par exemple, que tu as fait une STMG, qu'aujourd'hui, tu es prof. Et ben c'est la même chose. C'est pas parce que tu as fait la mauvaise filière ou la filière la moins attendue que tu ne réussiras pas. Et j'en connais des avocats qui ont fait des filières technologiques, limite de l'informatique, qui étaient en école de commerce, qui n'avaient pas fait de droit et tout, qui le font. Donc ne vous dites pas qu'un choix d'avant va déterminer toute la suite. Ça, c'est faux. C'est vraiment. C'est vrai que comme on en a parlé au début, c'est que maintenant quand ils voient le nombre d'années d'études, ils disent non, c'est mort, moi je reste 2 ans pas plus, ça me gonfle. Mais après c'est normal, quand tu fais des études, tu développes des connaissances sur un certain métier. Tu peux pas être avocat, tu vas pas débarquer demain, bonsoir, je viens plaider. Tu vois, c'est pas comme ça que ça marche. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Si on vit pas au jour le jour, on se dit pas je vais y arriver, même si ça prend beaucoup de temps, je vais y arriver, c'est sûr que tu vas pas y arriver. Et la dernière chose qu'on dit pas assez aux jeunes, je pense vraiment qu'il faut jamais, si vous êtes dans ce cas, faut jamais avoir honte d'être l'intello du coin. Exactement. Mais vraiment, ça c'est mon plus grand conseil, et j'aurais tellement aimé qu'un jeune me dise, mais quelqu'un qui me ressemble, tu vois, parce que les profs ils disent toujours mais t'es une bonne élève, c'est pas grave et tout, mais en fait c'est pas eux qui sont dans la cour de récré ou en cours en mode vas-y passe ta copie, t'as mis quoi comme réponse et tout, c'est pas eux qui sont là. Mais en vrai c'est le plus grand conseil qu'on devrait donner, parce que toi tu l'as vécu. Moi je l'ai vécu, mais comme je suis une fille qui m'en fout de tout, c'est ça, tu l'as vécu, parce que moi j'étais avec toi, et c'est vrai qu'effectivement tu faisais partie des très bons de la classe, et moi j'entendais beaucoup les autres dire mais c'est sûr c'est elle qui a la meilleure note. Mais et ça, tu vois, de nos jours ça peut être, de nos jours ça peut être perçu comme du harcèlement. Exact. Merci. Du harcèlement scolaire en fait. Donc on va se calmer, on n'est pas censé bully les bons en fait. Ils sont bons, c'est comme ça. Donc si vous êtes dans ce cas-là et que vous êtes bon élève, n'ayez jamais honte d'être bon. D'ailleurs ceux qui étaient en train de bully les gens, ils sont rien devenus de bons. Je suis désolée, balle perdue, sans gilet, mais c'est comme ça. Voilà, donc n'ayez jamais honte d'être bon. Si vous êtes bon, et soyez fiers d'être bon. Ça n'empêche pas de rester une personne humble, de faire ton truc dans ton coin, mais sois jamais gêné d'avoir eu 18 si les autres ont eu 4 en fait. Vraiment, je suis complètement voilà. T'as pas tiré à la tombola, c'est que c'est ça. T'as réussi parce que soit t'as bossé, soit parce que t'as des facilités. Exactement. N'ayez pas honte d'être bon, et n'ayez pas honte d'avoir des grands rêves, en gros, être avocat, médecin, ou d'être chef d'entreprise, entrepreneur à votre compte. C'est pas parce que les gens vont dire tu fais trop genre, carré-toi, tu veux ça. non, moi je veux. Oui, et alors voilà. Et toi tu veux faire quoi? Dis-moi, c'est quoi ton plan? T'as un plan A, t'as un plan B?
voilà, t'as rien, donc parle pas avec moi en fait. C'est ça. Donc n'aie pas honte. Moi, je pense beau. que c'est vraiment le plus gros conseil avant, croyez en vous et tout. Juste, si t'es bon, n'aie pas honte. Si t'es pas bon, n'aie pas honte non plus. Parce que ça veut pas dire que tu réussiras pas. Tu vois, vraiment, ne te dis pas que ton état aujourd'hui détermine ta position demain. C'est beau ce que tu dis. Vraiment. J'aime bien. Et justement, est-ce que tu te vois avocate dans 10 ans? Pas du tout. T'es claire, pas du tout. Pas du tout, parce que moi, j'ai beaucoup besoin de changement. Oui. Je suis vraiment par cycle. Ouais. Et pour moi, j'ai coché toutes les cases que je voulais cocher. J'ai passé le barreau, je l'ai eu. J'ai été dans un cabinet. Aujourd'hui, je peux dire que je pourrais dire demain que j'ai été avocate. Donc, pour moi, la boucle est déjà bouclée en fait. Peu importe si demain je veux partir, aucun regret. Mais tu partirais dans une branche justement juridique ou complètement autre chose? Tu te lancerais dans un truc qui n'a rien à voir? Je pense que si je quitte, c'est pas pour faire du juridique. Et moi, mon rêve de fin de carrière, c'est d'être prof. Je te vois trop prof à l'université en mode amphithéâtre là. Non, eux, ils ont pas besoin de. Moi, j'ai vraiment. Dans mes collèges, lycées, je pense que je t'ai dit, tu vas avoir un impact sur les jeunes qui est important. J'ai tellement entendu de profs dire, vous croyez que je suis là par plaisir, que moi j'ai envie d'être la prof qui est là par plaisir en fait. Aussi, je suis désolée, hein, mais les petits jeunes des quartiers, ils ont trop besoin d'une prof qui leur parle comme eux, qui les remettent à la place. Tu sais, je leur parle comme si c'était. Je suis archi désolée. Mais vraiment. Mohamed, c'est la première fois que je te le dis, la dernière, ou Bakary, Bakary, tu vas te calmer sinon tu sors de la classe. Tu vas te calmer tout de suite sinon tu sors de la classe en fait. Tu sais que je suis comme toi. Je suis comme ça. Je leur parle, je leur dis, mais. Ils ont aussi besoin de gens qui leur ressemblent en fait. En plus, c'est ça qu'ils aiment bien parce qu'ils disent, mais tu parles comme nous. Je dis, bah, si on ne parle pas comme vous comprenez pas déjà pour commencer. Donc, je vais parler comme si vous étiez mes frères et sœurs, vous êtes mes potes. Parce que vous pensez que je suis votre pote, bah, vous êtes mes potes aussi. Et du coup, je leur parle comme ça. Et en plus, du coup, ils sont déjà plus à l'aise. Parce que, comme tu as dit, c'est pas, oui, alors je vous demande de vous taire les enfants, je vous entends pas. Non, c'est pas. À 3, tu vas au coin. C'est ça. Non, il n'y a pas de 3, c'est 1, tu t'arrêtes. C'est ça. Et ben, du coup, mon rêve de fin de carrière, c'est d'être prof. Et donc, je sais que je ne serai pas avocate toute ma vie, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu dirais à toi du lycée? Si tu l'as recroisée là dans la rue, comme ça, entre deux. Ah ouais, t'es devenue ça, toi. Henri, t'es devenue avocate. En mode, ah ouais. Ah ok. Non, je dirais, bien joué, franchement, bravo et tout. Ça n'a pas dû être facile, mais t'as passé toutes les étapes et tu peux être fière de toi, tu vois. Mais quand ça s'applique à nous-mêmes, on se dit pas ça. C'est vrai. Mais en vrai, j'aurais croisé une pote qui est à ma place aujourd'hui, que j'aurais connue, que j'avais connue, je lui aurais dit, ouais, bien joué, bravo, et tu peux être fière de toi. Tu vois, moi je te le dis, hein, tu peux être très très fière de toi. Et comme tu as dit, pour toi, là, la boucle, elle est bouclée. Ouais. Donc après, tu te lances dans ce que tu as envie, mais en tout cas, tu as réussi quand même un très beau parcours professionnel. Est-ce que tu as quelque chose Merci. C'est dingue. Est-ce que tu as un mot à dire justement pour la fin, pour nos auditeurs qui nous écoutent, parce qu'on a quand même bien parlé, et en tout cas, ça m'a fait trop plaisir. Tu as dit un peu ce que tu pensais de notre génération, et tu as donné tes mots par rapport à des futurs avocats et avocates. Mais qu'est-ce que tu dirais un mot pour la fin? À toi-même ou à ceux qui nous écoutent, ou même à toi futur ou à toi au passé ou... J'ai une phrase que j'aime beaucoup, qui résume sur tous les plans, c'est-à-dire que ce soit sur ta vie professionnelle, personnelle, amicale, familiale, c'est vraiment... Et des fois, on a envie de tout abandonner. Tu sais, je sais, il y a des gens, ils ont déjà pensé à mettre fin à leur jour. En fait, on se rend pas compte. Tu croises quelqu'un dans le train, mais tu sais pas tous les combats qu'il mène. Tu sais pas tout ce qu'il vit, tu sais pas tous ses dilemmes, toutes ses difficultés. Et vraiment, ce qui doit vous motiver, c'est vraiment vous dire, la vie est dure, mais elle vaut vraiment la peine d'être vécue. C'est vraiment mon mot de la fin. Peu importe ce dans quoi vous êtes actuellement, ce que vous traversez, vos combats, vos doutes, l'entourage que vous pouvez avoir, qu'il soit bon ou pourri ou inutile, vous allez réussir par vous-même en fait. Par vous-même, vous pouvez tout faire. On peut tout faire. Et la vie est vraiment dure, et ne vous dites pas que vous êtes invisible, que personne ne sait. Il y a des gens qui sont plus empathiques que ce qu'on ne pense. Il y a des gens qui pensent à vous, vous ne le savez même pas. Il y a des gens qui prient pour vous, vous ne le savez même pas. C'est vrai. Et peu importe vraiment la hauteur de vos difficultés, dites-vous que c'est surmontable. C'est vraiment surmontable, et que votre vie vaut vraiment la peine d'être vécue à fond. Tout le temps à fond. Tu dis. Vraiment à fond. Donc battez-vous, mais vous surmonterez toutes vos épreuves. Je suis d'accord avec toi. C'est beau ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils abandonnent au premier échec, ils disent c'est bon, j'arrête, j'abandonne ici, je continue pas, parce que moi je connais plein de gens justement qui ils ont arrêté les études parce qu'ils ont eu un échec, ils se sont dit c'est bon, j'ai raté une fois, je ratais tout le temps, donc j'arrête ici. Mais non, en fait, il faut s'en donner les moyens et se dire que si on est ici aujourd'hui, déjà on a une chance d'être là, il faut s'en donner les moyens et vivre, parce qu'on est content déjà, et être heureux de vivre dans cette vie-là, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal de chance par rapport à d'autres personnes, c'est sûr, mais il faut s'en donner les moyens.
C'est beau hein, ce que tu as dit. Hein. Ah, c'est Ben vraiment voilà, beau. Hein. j'espère que ça résonnera bien dans les oreilles de tout le monde. Et voilà, c'est mon petit mot de la fin. Donc Notre-Dame, elle a la robe et elle a aussi la répartie, le cœur et les souvenirs d'enfance et du lycée avec moi. Merci à toi, notre reine, d'avoir plaidé la vérité et un peu d'autres délires. Et j'espère te revoir très bientôt pour un nouvel épisode dans des nouvelles aventures avec Mélissa au cabinet. Merci beaucoup et c'était vraiment un très grand plaisir de faire ce podcast et hâte d'en faire un prochain. Ah ouais, avec grand plaisir. Et j'en ai hâte de te voir aussi, toi, te lancer dans le monde du podcast. Bah, qui sait, et dans les conférences de presse. Affaire à suivre. J'en ai hâte de voir ça. Je vous dis à très bientôt et merci à toi. Besos. Ciao.